Et merci Cathy, et merci à l'Université de La Réunion pour cette belle manifestation auquel je suis absolument ravi de participer. Quel équilibre entre répression des infractions à la législation sur les stupéfiants et réduction des risques liés à l'usage de drogue? Point d'interrogation. Alors même que c'est moi qui ai soufflé ce titre à Cathy Pomard dans le cadre des discussions qui ont précédé la finalisation du programme de ce colloque, je vais immédiatement m'en émanciper et je propose de reformuler le titre de mon exposé pour substituer à la formule interrogative une formule exclamative. Quel déséquilibre entre répression et réduction des risques? Point d'exclamation. Si en effet aujourd'hui nous voyons coexister ces deux dimensions répressives et sanitaires dans le champ de la politique française des drogues, ma conviction est que la recherche d'un équilibre entre les deux est extrêmement problématique, voire carrément illusoire. Ce que l'on constate en revanche, c'est l'existence d'une contradiction au cœur du droit de la drogue, une contradiction qui exprime le passage d'un état d'équilibre à un autre état d'équilibre. Et c'est ce passage, qui est lui-même un passage de déséquilibre, c'est ce mouvement que je voudrais évoquer avec vous. Aujourd'hui, la politique française des drogues tente, tant bien que mal, d'articuler un modèle prohibitionniste et un modèle de réduction des risques. Et on pourrait y voir les deux piliers de la politique française, si on prenait une photo instantanée. Et dans cette perspective, il est en effet pertinent de s'intéresser au dosage entre ces deux dimensions, à leur équilibre. Mais si on passe de l'image fixe au film, alors cette question perd de son sens, et ce que l'on observe, c'est non pas les deux jambes de la politique des drogues, mais le passage de l'une à l'autre. Et au même titre que la marche est une succession de pertes d'équilibre qui permet d'avancer, on l'espère sans tomber, la politique française des drogues est en situation de déséquilibre, à la recherche d'un point d'appui idéologique. On a d'une part la répression ancrée dans le modèle prohibitionniste, qui n'a plus guère de sens, et le modèle de la réduction des risques, qui requiert, lui, pour s'épanouir, une régulation juridique des drogues, qui n'est pas encore là, mais qui ne saurait tarder. Voilà pour la thèse principale de mon exposé. Et je vais la développer en définissant ces deux modèles, le modèle prohibitionniste fondé sur la répression des infractions à la législation sur les stupéfiants, et le modèle de la réduction des risques liés à l'usage de drogue. Une fois ces deux modèles définis, il sera alors possible d'évoquer leur histoire passée et leur dynamique future. Un mot tout d'abord sur ces deux modèles. Je vous épargne les considérations méthodologiques sur ce qu'est un modèle juridique. Précisons simplement que, à l'instar de l'idéal type tel qu'il est défini par Max Weber dans ses travaux de sociologie et de sociologie du droit, le modèle juridique, c'est une construction théorique qui simplifie la réalité. La réalité est toujours plus complexe que ce que l'on peut en dire, donc le modèle simplifie cette réalité. Et insistons également sur le fait que le modèle juridique, du moins tel que j'en conçois l'usage, c'est, comme l'idéal type en sociologie, c'est un outil descriptif. C'est un outil descriptif. Alors bien sûr, je vais décrire des modèles juridiques qui sont porteurs de valeurs, qui sont porteurs d'un idéal normatif. On a des valeurs, on a des normes, mais ces valeurs et ces normes, si elles sont susceptibles d'orienter la conduite des acteurs sociaux, je vais les décrire ici de manière axiologiquement neutre, sans prendre parti pour ou contre la pertinence de tel modèle ou de tel autre, sachant que le mouvement historique que je dessine laisse entendre que l'un de ces modèles n'est clairement plus d'actualité, même s'il est toujours en vigueur aujourd'hui. Alors ces avertissements méthodologiques posés, venons-en au modèle prohibitionniste. On peut le résumer en une formule. L'interdiction générale et absolue de tout usage, de tout commerce et de toute production de drogue illicite sous peine de sanctions répressives. On peut, à partir de cette formule générale, essayer de détailler le modèle sans trop le caricaturer, à travers un certain nombre de traits caractéristiques.
La finalité essentielle du modèle prohibitionniste est l'éradication de l'usage de drogue. La mise en œuvre de ce modèle repose en premier lieu sur la mobilisation des forces de police et de l'institution judiciaire. Le modèle tend à marginaliser les usagers en réclamant de leur part que ceux-ci se conforment à un objectif d'abstinence. Et la mesure du succès du modèle prohibitionniste dépend avant tout de la consommation globale de drogues illicites, indépendamment d'autres variables sanitaires ou sécuritaires. Enfin, ce modèle prohibitionniste promeut une réponse punitive rigoureuse à tous les illégalismes, non seulement en termes de trafic, mais également en termes d'usage simple de stupéfiants. Si on le définit comme ça, de manière un peu schématique, ce modèle prohibitionniste peut être opposé, point par point, au modèle de la réduction des risques. La réduction des risques, en effet, elle repose sur le raisonnement suivant. Il vaut mieux ne pas consommer de drogue, mais si néanmoins certains en consomment, il convient de les encourager à utiliser les produits les moins dangereux dans un cadre sécurisé. L'accent est ici placé sur le caractère inévitable de l'usage de drogue dans la société, et la finalité du modèle n'est pas l'éradication de cette consommation, dont on estime qu'elle ne disparaîtra jamais, mais la réduction de ses conséquences néfastes. La mise en œuvre du modèle repose en premier lieu sur la mobilisation des professionnels de santé, les forces de police et de justice passant au second plan. Le modèle de la réduction des risques est plus inclusif que le modèle prohibitionniste, et il insiste sur la réintégration sociale des usagers de drogue sans exiger de leur part l'arrêt de leur consommation. La mesure du succès de la réduction des risques réside pour sa part dans des indicateurs de santé publique et de sécurité publique et d'intégration sociale, et non dans le niveau général de la consommation de drogue. Enfin, l'accent est mis sur la prévention et le traitement des consommateurs, la répression pénale n'ayant pas vocation à frapper les usagers et les usagers revendeurs. Alors, en dessinant ces deux logiques antagonistes, apparemment irréconciliables, est-ce qu'on saisit mieux la réalité du droit français? Bien oui et non. En opérant une simplification de la réalité, ces modèles effacent la complexité du droit français. En effet, ce que l'on observe en pratique, c'est que ces deux logiques, que je présente comme irréconciliables, elles coexistent aujourd'hui en France. Elles coexistent. Les deux modèles apparaissent certes théoriquement inconciliables, mais ils sont également consacrés par le droit et elles sont également mises en œuvre par l'État. Quel est dès lors l'intérêt d'une telle modélisation? Eh bien, ça permet de rendre compte d'une tension, et surtout d'un mouvement dans l'ordre du droit de la drogue. Un mouvement qui resterait difficilement saisissable sans le recours à ces modèles, mais qui devient évident lorsqu'on replace leur apparition et leur développement dans l'histoire. Un mot donc sur l'historicité de ces deux modèles juridiques. Ce que nous révèle l'histoire, c'est d'abord que le modèle prohibitionniste, c'est un modèle très récent. Ce n'est pas l'écho d'un interdit anthropologique qui aurait été finalement incorporé par le droit. C'est au contraire une institution juridique occidentale qui a à peine plus d'un siècle et dont l'origine a partie liée avec l'histoire culturelle et l'histoire politique des États-Unis. Je ne m'attarde pas sur cette histoire mondiale qui s'explique en partie par des considérations de santé publique, mais seulement en partie par des considérations de santé publique, puisqu'il faut également, pour la comprendre, prendre en compte les intérêts industriels des uns, les intérêts géopolitiques des autres, et les préjugés culturels et racistes qui ont pu s'exprimer à certains moments dans la politique des drogues du monde occidental. Si on s'en tient à la France, eh bien, en France, l'idée prohibitionniste prend juridiquement corps en 1916. Avant, l'idée d'une prohibition des drogues n'existe pas en France. On a bien une législation sur les poisons, mais c'est une législation qui vise à empêcher qu'on utilise des poisons sur son voisin. On peut les utiliser sur soi-même, si on veut. L'idée de contrôler l'usage de poisons sur sa propre personne n'a jamais pénétré l'esprit du législateur avant le début du XXe siècle.
On a cette première loi, la loi du 12 juillet 1916, qui sanctionne la vente, l'achat et l'emploi du hashish et des opiacés, et qui punit leur usage en société, seulement. En matière de pénalité, la loi de 1916 est résolument répressive. Alors, progressivement, le droit positif, qui traitait l'usage de stupéfiants comme un problème criminel justifiant une répression de type classique, s'est ouvert à des mesures de sûreté curatives applicables aux toxicomanes. Cette tendance, elle s'est exprimée pour la première fois en 1953, dans une loi du 24 décembre 1953, et puis de manière plus assumée en 1970. Notez bien qu'à cette époque, il n'y a pas de problème de santé publique lié à la consommation de drogue. J'ai entendu dire hier qu'il y avait une espèce de vague d'héroïne qui déferlait sur la France à cette époque. Alors, je ne crois pas que ce soit exact, en fait. La consommation, certes, il y a un petit peu d'héroïne, mais la consommation en est exceptionnelle, et elle est en tout cas, la consommation de drogue illicite à l'époque, totalement anecdotique comparée à ce que nous expérimentons aujourd'hui. Mais l'opinion publique est néanmoins progressivement sensibilisée par la presse aux dangers des drogues, qui sont représentés alors comme une force de corrosion de l'ordre social. Et un peu plus de 2 ans après les révoltes de mai 68, le législateur opte pour une réponse symbolique forte. Il rédige une loi qui constitue aujourd'hui encore le socle du droit de la drogue français. Cette loi du 31 décembre 1970 était pensée, lors de son élaboration, comme le signe d'une évolution par laquelle on s'acheminait vers un traitement extrajudiciaire de l'usager de drogues illicites. On assimile la consommation de stupéfiants à une pathologie et on délaisse la répression pour organiser le traitement médico-social des toxicomanes. Pour autant, le modèle reste fondamentalement prohibitionniste. Certes, l'usager peut prétendre échapper aux poursuites pénales, mais c'est seulement à condition de s'engager dans une démarche thérapeutique qui a l'abstinence pour finalité. Théoriquement, nous en sommes toujours là. Le droit n'a presque pas changé, du moins dans sa philosophie, mais les usages de drogue, eux, en revanche, ont considérablement évolué. Et à partir des années 80, une nouvelle réalité sanitaire et sociale très préoccupante est apparue. Le nombre d'usagers a augmenté et le modèle prohibitionniste a été confronté à une catastrophe sanitaire qu'il n'avait pas venue venir. L'apogée de la crise étant bien sûr constituée par l'épidémie de sida chez les injecteurs dans les années 1990. C'est dans ce contexte de crise sanitaire aiguë que les pouvoirs publics ont pris les premières mesures de réduction des risques. Un décret de 1987 a autorisé la vente libre des seringues en pharmacie. Des programmes d'échange de seringues et des structures d'accueil ont été développés. Et puis ont suivi le développement des traitements de substitution aux opiacés. Et très récemment, l'ouverture à Paris et à Strasbourg, l'ouverture expérimentale, de 2 salles de consommation à moindre risque. Ces mesures de réduction des risques, elles sont longtemps restées des dispositifs isolés, un archipel de mesures qui ne faisaient pas vraiment système, établis à la marge et liés dans l'imaginaire collectif à un certain militantisme. Mais très vite, on s'est rendu compte que ça marchait. Les résultats des mesures de réduction des risques ont été très spectaculaires. Baisse des overdoses, amélioration de l'état de santé des usagers, baisse de la délinquance associée, diminution de la contamination par le VIH. Et devant les succès sanitaires de cette stratégie qui s'est développée à l'origine en dehors de tout cadre légal et même à la limite de la légalité, les parlementaires les plus réticents se sont inclinés et le principe de la réduction des risques a finalement été consacré par la loi, assez récemment, en 2004 seulement, une loi du 9 août 2004 qui organise la prévention, je cite, la prévention des dommages sociaux et psychologiques liés à la toxicomanie. Et cette reconnaissance de la réduction des risques, elle est donc inscrite dans le Code de la santé publique, dans l'article L3121-4 du Code de la santé publique. Les mesures d'aménagement à la marge sont devenues une vraie politique publique. Mais cette reconnaissance légale de la réduction des risques révèle-t-elle pour autant un changement de modèle juridique? Rien n'est moins sûr. En effet, et aussi surprenant que cela puisse paraître, on n'a jamais autant puni les usagers de drogue qu'aujourd'hui.
à la faveur d'une hausse continue des interpellations pour usage et l'apparition de modes accélérés de traitement des délits, la punition des drogués, alors les guillemets sont de rigueur bien sûr, la punition des drogués est devenue une réalité institutionnelle incontournable de ces 20 dernières années, alors que ce n'était pas là dans les années 70. Quand on a voté la loi de 70, on ne réprimait pas les usagers de stupéfiants. Maintenant, on les punit massivement. Ce à quoi nous assistons, c'est donc à la coexistence de deux modèles en tension. La montée en puissance de la réduction des risques n'entame apparemment en rien le modèle prohibitionniste. Tout au plus, cette politique de santé publique définit-elle un certain nombre de dérogations au principe d'interdiction, lequel cède le pas ponctuellement et dans des cas limites clairement identifiés à la logique sanitaire. Alors, ça se pense sans trop de difficultés en termes de sociologie politique. Après tout, la cohérence n'est pas requise de la réalité pour que celle-ci existe, et les sociologues sont habitués à déconstruire ces conflits de logique qui se nichent au cœur de l'édifice juridique. Mais pour les juristes, cette situation a quelque chose d'assez insatisfaisant. Rappelez-vous que dans la tradition continentale, les juristes constituent une communauté épistémique, comme on dit, une communauté épistémique dont la fonction disciplinaire, c'est de conférer au droit une cohérence rationnelle. Or, force est de constater qu'en droit, la réconciliation de la prohibition et de la réduction des risques est très difficile. La coexistence de ces deux modèles est constitutive d'une antinomie juridique, un conflit de normes qui donne lieu à une injonction contradictoire. Comment le droit peut-il conférer un statut légal à des dispositifs destinés à sécuriser les conditions de consommation de produits dont l'usage est par ailleurs interdit? Si on distribue des seringues stériles, c'est bien pour que l'on s'injecte de l'héroïne. Si on fournit de la méthadone à des consommateurs d'opiacés, c'est bien que l'on a renoncé à leur imposer de manière coercitive une abstinence forcée. Et si l'on ouvre des salles de consommation à moindre risque, c'est bien pour éduquer et accompagner des consommateurs dans un usage moins problématique. Cette contradiction, elle est généralement passée sous silence, et elle est le plus souvent résolue par une hiérarchie des normes en situation. On demande aux forces de police de ne pas interpeller les usagers à proximité des salles de consommation à moindre risque. Et ce que l'on constate, c'est que l'interdit pénal s'efface donc à mesure que le risque sanitaire croît. Mais dès que cette antinomie juridique, dès que cette contradiction est explicitée, alors la difficulté est tout de suite très difficile à résoudre. Et là encore, les salles de consommation à moindre risque en offrent un exemple remarquable. On se rappelle que François Fillon, Premier ministre, avait refusé l'expérimentation de ces salles de consommation à moindre risque contre la proposition de sa ministre de la Santé, et malgré une expertise positive de l'INSERM, au motif que, je cite, « la priorité est de réduire la consommation des drogues en France, non de l'accompagner ». Quoi que l'on pense de cette formule, il faut lui reconnaître une forme de cohérence, et le Conseil d'État ne s'y est pas trompé, lorsque, saisi d'un projet de décret portant précisément sur ces salles de consommation à moindre risque, il a donné un avis défavorable à ce texte, et je vous cite le Conseil d'État, en prévoyant que dans des espaces expérimentaux sont accueillis des usagers de substances psychoactives qui consomment sur place des substances qu'ils apportent sous la supervision d'un personnel qualifié, le projet méconnaît l'interdiction pénalement sanctionnée de l'usage de stupéfiants, mentionné à l'article L. 3421-1 du Code de la santé publique. Il a donc fallu que le gouvernement propose au Parlement le vote d'un dispositif législatif instituant, à titre expérimental, une dérogation limitée à la loi pénale. Alors bien sûr, ce type d'ajustement légal suffit à maintenir une cohérence technique au droit en vigueur, mais on sent bien que la cohérence idéologique est perdue. Comme je le disais, cela se conçoit et s'explique sans difficulté en termes de sociologie politique, mais cela laisse le juriste dont l'habitus réclame de l'ordre et de la cohérence tout à fait insatisfait. Je vous propose donc en guise de conclusion une interprétation théorique propre à réduire cette contradiction qui caractérise la coexistence contemporaine du modèle prohibitionniste et de la réduction des risques. À défaut de pouvoir ramener de la cohérence juridique immédiate,
je peux proposer une hypothèse qui inscrira cette contradiction dans une histoire rationnelle. Cette mise en cohérence requiert d'envisager la dynamique de ces modèles dans le temps. Et l'hypothèse que je vous soumets ici, c'est celle d'une perte graduelle de la validité juridique du modèle prohibitionniste et de l'avènement progressif du modèle de réduction des risques à une validité juridique pleine et entière, au point qu'il se substituera bientôt intégralement au modèle prohibitionniste. Alors j'emprunte ici à la théorie de la validité de François Host, c'est un philosophe belge du droit, et François Host a systématisé la notion de validité juridique comme le produit d'un équilibre instable entre la légalité, la légitimité et l'effectivité d'une norme. Il formule l'hypothèse que la validité juridique peut être établie en référence à ces trois critères distincts. Premièrement, la validité formelle de la norme, c'est-à-dire en fait sa légalité, le fait que la norme appartient à un système juridique déterminé, et à cet égard, eh bien, l'interdit pénal qui pèse sur l'usage de drogue est un interdit valide puisqu'il est légal. Mais à cette validité juridique, à cette validité formelle de la norme, il ajoute également la validité empirique de la règle, c'est-à-dire son effectivité. Le degré d'obéissance que lui accordent les destinataires dont elle a vocation à encadrer le comportement. Et puis, troisièmement, il y a la validité axiologique, la validité dans l'ordre des valeurs, dans l'ordre des valeurs philosophiques, et c'est-à-dire sa légitimité, qui se concrétise par sa conformité à certaines valeurs qu'on peut qualifier de métapositives. Ces trois pôles, pour être différenciés, n'en sont pas moins interdépendants. Les trois dimensions de la validité interagissent. Et si l'on admet que ces critères sont susceptibles de degrés et qu'ils délimitent différents champs de la validité, qu'ils se recoupent partiellement, alors on peut concevoir la validité juridique comme un phénomène pluriel, comme un phénomène gradualiste. Afin de visualiser cette conception, j'ai une diapo. Afin de visualiser cette conception, Host la présente sous la forme de trois cercles séquents, chacun représentant l'un des aspects de la validité. Vous avez la validité, la légalité formelle, l'effectivité empirique et la légitimité dans l'ordre des valeurs. Et une norme juridique ou un modèle juridique peut se positionner à différents endroits de ces trois cercles séquents. La norme sera totalement valide quand elle est au centre de la figure, mais elle peut progressivement perdre de sa validité si elle perd de son effectivité ou de sa légitimité. Où on peut avoir des normes qui ne sont pas encore inscrites dans l'ordre du droit, mais qui sont néanmoins valides parce qu'elles sont effectives et parce qu'elles sont légitimes. La vie du droit s'illustre ainsi par l'existence de normes qui, bien que formellement valides, demeurent inappliquées et ou sont vigoureusement contestées sur le terrain des valeurs. Le droit de la drogue n'échappe pas à ce constat, et l'observation historique des deux modèles définis m'amène à la conclusion que le premier modèle, le modèle prohibitionniste, voit sa validité juridique s'affaiblir, là où le second modèle, la réduction des risques, voit sa validité juridique se renforcer. La prohibition est aujourd'hui incapable d'atteindre ses objectifs qui demeurent, et elle demeure à ce titre largement ineffective. Bien sûr, les forces de l'ordre interpellent et les institutions judiciaires sanctionnent, mais sans succès. La prévalence de l'usage n'est déterminée que très marginalement par le régime juridique en vigueur, et donc par le degré de la répression. On voit ça très bien quand on se livre à des exercices de législation comparée. Et si la police interpelle et la justice sanctionne, de toute façon, c'est moins pour éradiquer les drogues que pour satisfaire à des micro-rationalités douteuses. On peut évoquer ici les stratégies ciblées sur les consommateurs plutôt que sur les trafiquants pour des raisons purement administratives. La constatation d'un usage de stupéfiants vaut en effet résolution d'une affaire, et si vous chopez 5 jeunes autour d'un joint, eh bien c'est 5 affaires que vous allez élucider d'un seul coup. Ça contribue ainsi mécaniquement à améliorer le taux d'élucidation des unités de police. Et c'est pour ça qu'on réprime aujourd'hui. Ce n'est pas pour éradiquer l'usage de drogue. Enfin, les gens qui sont sur le terrain ne prétendent à aucun moment éradiquer l'usage de drogue. Ils font du chiffre. En conséquence de quoi, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes, dans un récent rapport, je cite, la Cour des comptes, « L'action des services de sécurité publique au cours des dernières années en matière de produits stupéfiants a été marquée par la priorité accordée dans une approche essentiellement statistique à la répression de la consommation.
Non seulement la prohibition est ineffective, mais elle perd chaque jour de sa légitimité. Qui défend sérieusement le modèle prohibitionniste aujourd'hui? Pas beaucoup de gens qui défendent la légalisation des drogues, mais qui défend la prohibition? Tout le monde défend la réduction des risques. Certes, de préférence, pas dans son quartier, mais par-delà le bruit de fond généré par le populisme pénal, même les tenants de l'interdit reconnaissent que les usagers de drogue illicites, ils ne devraient pas relever de la justice pénale. Et le mouvement, s'il se poursuit, peut laisser imaginer, à assez court terme, la perte totale de validité du modèle prohibitionniste. L'ineffectivité de la prohibition fragilisant ses fondements axiologiques, ce n'est qu'une question de temps pour que le principe d'interdiction s'efface pour laisser place à une logique de régulation. Et cette régulation, juste un autre mot pour désigner la légalisation, doit permettre d'étendre la logique de la réduction des risques au-delà des pratiques les plus problématiques et des drogues les plus dures, au-delà des stéribox, des traitements de substitution aux opiacés, au-delà des salles de consommation à moindre risque. La réduction des risques peut et doit s'appliquer aux usagers de cannabis et de cocaïne, y compris les usagers qui contrôlent leur consommation, mais prennent librement le risque d'altérer leur état de conscience. Mais il faut pour cela renoncer à les punir et leur permettre d'accéder à des produits de bonne qualité et à de l'information sanitaire et sociale rigoureuse. Enfin, la réduction des risques peut et doit s'appliquer à la société et aux gens qui ne prennent pas de drogue, mais qui courent néanmoins des risques à raison de la criminalité générée par les trafics massifs de stupéfiants. Et réduire les risques, ici peut-être qu'on ne les sent pas trop, à Marseille, dans certaines banlieues, on les sent un peu plus. En Amérique latine, on parle de risques qui portent atteinte à l'existence même de l'État. Tant les narcotrafics sont devenus importants et les narcotrafiquants sont devenus puissants. Donc réduire les risques passe dans ce cas non pas par une victoire illusoire contre les trafiquants, mais par la réintégration au sein de l'économie légale de la production et de la distribution de drogue. Vous entendez souvent des histoires de pharmaciens, de buralistes ou de cafetiers qui s'entretuent. Ce n'est pas parce que les produits qu'ils vendent sont inoffensifs, c'est parce qu'en cas de litige, ils peuvent s'en remettre à la justice étatique. Vous voyez où je veux en venir? Alors qu'est-ce qui peut me permettre de vous annoncer ainsi la suite de l'histoire et la légalisation imminente du cannabis et de l'ensemble des stupéfiants? Après Hoste, je pourrais appeler Hegel à la rescousse, Hegel qui expliquait dans ses principes de la philosophie du droit que tout ce qui est réel est rationnel et tout ce qui est rationnel est réel. Je peux vous le dire en allemand, ça fait toujours un effet bœuf. Was vernünftig ist, das ist wirklich. Und was wirklich ist, das ist vernünftig. Merci. L'idéal d'une société libre de drogue, à une époque d'individualisation des comportements et de recours massif aux béquilles chimiques, apparaît comme inatteignable. Alors on peut faire semblant, mais il est impossible de construire aujourd'hui un régime juridique effectif sur une croyance aussi déraisonnable. En revanche, la rationalité de la réduction des risques apparaît à tous, et c'est pourquoi elle s'est inscrite dans la réalité du droit et des pratiques, alors même que personne, à part quelques militants, injecteurs et soignants, n'était prêt à la défendre. Alors pour rester du côté des penseurs allemands, et j'en ai pour 2 minutes, il me semble possible d'invoquer une autre figure plus récente, Ulrich Beck, grand sociologue qui n'a rien dit sur la politique des drogues, mais qui a écrit ce livre sur la société du risque. Cet ouvrage, qui a connu un grand retentissement, constitue pour l'essentiel une analyse minutieuse et critique de la modernisation des sociétés contemporaines. La modernité dans laquelle nous vivons correspond à l'émergence d'une société du risque différente de la société industrielle classique, et Beck considère ainsi que la science est devenue l'instrument incontournable de mesure et de gestion des risques contemporains, et qu'elle se trouve confrontée à des exigences nouvelles. En effet, les risques contemporains, dont il souligne la gravité, ne sont plus seulement des risques extérieurs, comme les catastrophes naturelles, mais ils sont supplantés par des risques qui sont engendrés par la société elle-même, comme par exemple les politiques publiques défaillantes. Beck ne dit pas un mot des drogues, mais en appliquant ses conclusions générales à la prohibition des drogues, voilà ce qu'on peut dire.
Les politiques répressives ont été scientifiquement analysées et la masse de recherches produites atteste, premièrement, de leur échec et deuxièmement, des risques qu'elles génèrent. On souhaitait éradiquer les drogues, on en a accru les dangers en les interdisant, et c'est finalement le modèle prohibitionniste, bien plus que les drogues elles-mêmes, qui certes sont dangereuses, mais elles ont toujours été là, c'est finalement le modèle prohibitionniste qui est devenu le vecteur du risque. Or, nous vivons dans une société dont les gouvernements ont désormais pour mission non plus de dire ce qui est moralement bien ou mal, mais de réduire les risques susceptibles de porter atteinte à la vie des individus et à la société. La suite est donc écrite, si l'on n'a pas totalement abandonné l'idée de progrès, il nous reste à penser l'architecture réglementaire qui nous permettra de réduire non seulement les risques infectieux liés à l'injection de drogue, mais également et plus largement les risques sanitaires, sécuritaires et politiques liés à l'abus du modèle prohibitionniste. La légalisation des drogues arrive, elle est pour demain.